Bien, nous étions donc sur cette création de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Et c'est Lansana Camara qui avait la parole. Je rappelle aux auditeurs et aux téléspectateurs que vous êtes dans votre émission Au fil de la semaine, une émission à laquelle vous avez droit tous les dimanches à partir de 13h. Lansana Camara, nous allons partir très rapidement. Rapidement. Donc, j'étais en train de dire que la mesure permet justement de moraliser la vie publique. Deuxièmement, c'est un acte quand même dont les spécialistes sont qualifiés de dissuasif. Parce que, comme on le dit, à partir de cet instant, et on le sait, un gouvernement qui viendra désormais va toujours, certes, maintenir cette cour comme telle, ou en tout cas chercher à tous mettre en place un organe, n'est-ce pas, qui permettra de lutter contre ces infractions dans le domaine de l'économie et des finances. Et encore, l'autre atout, c'est que ça permet aussi de récupérer quand même ce que l'État a perdu pendant ce temps. Moi, j'ai écouté plein de gens et je pense que les gens ont parfaitement raison que si, comment se fait-il que pendant des années, on n'a pas d'école dans des villages et aujourd'hui, espace, je crois, la montée récemment, je ne sais pas si c'est à Kassoya ou en tout cas dans une préfecture de Fourekaria, où un seul enseignant a déclaré avoir été le maître de l'école du primaire, donc de la première année jusqu'en 6e année. Imaginez, et ce monsieur-là vit comment? C'est, je crois, un enseignant communautaire. Ça ne peut pas se comprendre avec à juste 150 km de la capitale quand même. On ne peut pas comprendre. Donc pourquoi on n'a pas eu ces écoles? Pourquoi on n'a pas eu ces centres de santé? Parce que tout simplement, on le disait tantôt, il y a des personnes qui sont là, qui auraient pu agir pour que l'argent, ou en tout cas pour que les biens de l'État soient bien répartis sur le territoire national. Ils ne l'ont pas fait, ils l'ont transformé en des biens publics et donc l'État n'a pas eu les moyens à faire justement, à offrir ces biens publics, ces biens sociaux aux populations. Donc moi je pense que ce acte-là aujourd'hui, parce que dès la mise en place de la Cour, elle va s'intéresser à plein de dossiers. La ministre a annoncé qu'il y a déjà 40 dossiers en instance et il y a d'autres dossiers qui sont en train de recenser. Et donc ça permettra tout de suite, pour finir, moi je ne vous apprends rien parce que l'information circule sur les réseaux sociaux. Quant au cas de l'Arabie Saoudite, par exemple, lorsque le prince héritier Ben Saleh, c'est pas, aidez-moi à bien prononcer Ben Salman est venu, il a fait la même chose. Il a demandé à tous les dignitaires, écoutez, il se trouve que vous êtes dans des endroits où vous avez eu à prendre des biens de l'État, alors remboursez, sinon il y a des poursuites. Et je crois même aujourd'hui, il les a mis quelque part dans un hôtel qu'on qualifie de la prison la plus luxueuse au monde. Il a dit, tant que vous êtes là, et on a vu même ces images, ça circule sur les réseaux sociaux, il dit, tant que vous êtes là, si vous ne remboursez pas les biens de l'État, vous serez là. Et je crois qu'il y a eu même le milliardaire saoudien qui faisait partie de l'eau. Il les a réunis, pas d'humiliation, pas d'autre chose. Il dit, mais vous restez là, vous remboursez ce que vous avez pris. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est tout à fait normal de nous apprendre à faire en sorte que le bien de l'État soit protégé, parce que c'est dans ça que tout le monde se retrouve. Il se trouve que lorsque vous faites des affaires autrement, vous vous enrichissez, c'est votre bien privé, mais ce qui appartient à l'État doit faire en sorte que sa répartition sur le territoire national soit équitable, soit juste, pour que tout un chacun profite, parce que tout simplement nous avons tous le droit de regard par rapport à ces biens publics. D'accord. Sekou Djamal Pendessa, est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que la création de cette CRIEF est un atout pour l'économie de la Guinée? Si on en fait bon usage, ça peut bien servir à l'économie du pays. Vous n'êtes pas sans savoir, parce que beaucoup pensent qu'il y a d'autres juridictions qui pouvaient déjà gérer ces crimes ou ces infractions économiques et financières. Mais il y a une question de surcharge de dossiers. Dans d'autres tribunaux, il y a tellement de dossiers. Est-ce qu'il faut faire face aux dossiers de droit commun? Et puis il y a des dossiers de crimes. Il y a même le problème de spécialisation des magistrats. Il y en a qui ne maîtrisent pas certaines questions économiques, qui fait qu'il ne va pas perdre son temps derrière un dossier qu'il ne maîtrise pas, et puis il y a de l'autre côté des dossiers qu'il connaît très bien. Donc c'est l'importance de ce tribunal, c'est qu'ils seront moins chargés, parce que ce n'est pas tous les dossiers qu'on oriente là, ce sont des dossiers liés aux crimes économiques et financiers, et de sur quoi on dit il faut que le montant soit égal ou supérieur à 1 milliard de francs. Cela veut dire que vous voyez ce que ça fait. Et ce sont des, même si ce ne sont pas des spécialistes, mais c'est-à-dire le fait de travailler à tout moment sur les mêmes questions, ça va vous permettre d'avoir une maîtrise de ces questions économiques. Donc c'est très important. Alors, la première des choses à faire pour qu'il y ait réussite, il faut que les autorités qui ont eu l'initiative de les créer évitent de faire du deux poids deux mesures. C'est-à-dire, vous avez créé cette cour, c'est pour tout le monde. Tous ceux qui ont eu à gérer les affaires de l'État, si on a des choses à leur reprocher, qu'ils soient proches
des autorités actuelles ou pas, il faut demander des comptes, c'est tout à fait normal. Oui. Deuxième facteur, ce sont des citoyens, d'autres acteurs, en tout cas l'opinion, qu'on arrête de dire lorsqu'on va demander des comptes à quelqu'un qui a eu à occuper une fonction officielle ici, qu'on arrête de dire bon c'est des règlements de comptes ou bien chasse aux sorcières, etc. C'est parce que c'est pour qu'on est en train de le poursuivre. Ça n'a pas de sens. Oui. S'il s'occupait de ses affaires privées, quel qu'en soit son appartenance politique ou je ne sais pas, ethnique ou je ne sais pas, on n'allait pas l'envoyer là peut-être. Mais c'est parce qu'il a géré des affaires publiques, il faut demander des comptes. Donc c'est pourquoi je dis si on en fait bon usage, ça peut servir. D'accord. Kerno Oumar Mboné, nous avons vu des réactions après la création de cette CRIEF-là. Il y a un certain nombre de personnalités de la vie politique et de la société civile également qui ont réagi. Si nous en tenons par exemple à la réaction de Bahouri qui dit que la création de cette CRIEF-là est prématurée, il fallait mettre en place d'abord le CNT avant de penser à quoi que ce soit. Oui, mais effectivement... je voudrais d'abord rebondir sur la question que vous avez posée à l'ancien tout à l'heure. D'accord. Vous savez, on n'était pas dans une situation, il n'y avait pas un vide total. Hein. Il y avait quand même quelques affaires. Hein. On a connu l'affaire Paul Moussa Diawara, on a connu l'affaire Chérif Aïdara de la Lonagui et même du directeur de l'office des chargeurs, M. Camara. Il y a eu beaucoup d'autres affaires, l'affaire 200 milliards, dont les autres juridictions ordinaires qu'on a, ont géré. Mais le constat est que de toutes ces affaires-là, la conclusion est qu'il y avait difficulté pour ces tribunaux-là de rendre des décisions, en tout cas de manière à ce que le droit soit dit sans tenir compte des pressions politiques. Pour le cas Zainab Nabaya, on a vu le porte-parole du gouvernement à l'époque, Tibou Camara, avec autant de dédain, sans prendre même au procureur, et expliquer à tout le monde, sans gêne, et que le procureur était en quelque sorte aux ordres de l'exécutif, ce qui prouvait que les juges, les magistrats n'avaient pas cette indépendance-là de pouvoir gérer ces affaires de corruption présumée et de détournement de deniers publics. Sinon, on avait quand même un arsenal d'institutions. On avait l'institution, on avait l'inspection générale d'État rattachée à la présidence de la République. On avait l'inspection des finances qui était rattachée au ministère de l'économie et des finances. On avait la Cour des comptes qui était là. On avait le vérificateur général. On avait l'Agence nationale de lutte contre la corruption. On avait la CENTIF, la cellule qui était rattachée à la BCRG. Et c'est d'ailleurs quand la ministre a parlé de 40 dossiers qui sont disponibles. Moi, j'ai entendu des jours avant un responsable de la CENTIF parler de ces 40 dossiers. C'était des rapports que la CENTIF faisait, documentés et déposés à qui de droit, mais il n'y avait jamais de suite. Donc, moi, je pense que la création, dans ces conditions-là, la création d'une cour qui se démarque de ces tribunaux-là et qui a compétence uniquement de connaître des affaires de détournement présumé, de corruption et de tout ce qui a été dit dans les compétences de cette cour-là, moi, je pense que c'est salutaire. Maintenant, le souci que j'ai, c'est que c'est quand même des affaires un peu spéciales. Et autant on crie, on dénonce le manque de spécialisation, on se plaint du manque de spécialisation dans le milieu de la presse, on est tous généralistes, autant on peut se plaindre de ce cas-là au niveau des magistrats. Est-ce qu'on aura des magistrats spécialisés dans ce domaine-là, de manière à ce que le travail qui va être fait soit un travail sérieux permettant à l'État guinéen, parce que c'est ça l'objectif, de reprendre les deniers qui auraient été volés, mais aussi et surtout de réprimer et de dissuader de potentiels candidats à des actes de corruption et de détournement. Maintenant, l'autre chose, quelqu'un a parlé de la pérennisation et que tout chef d'État qui viendra après sera obligé de maintenir. Bon, ce n'est pas gagné d'avance. Ils peuvent le faire, mais en faisant en sorte que l'ordonnance qui a été prise par le président de la transition, parce qu'on est en situation exceptionnelle, qu'à l'installation du CNT, une loi soit votée dans ce sens-là pour que la CRIEF soit l'une des institutions qui vont être prévues désormais, peut-être dans la future constitution, en tout cas par nos lois. Cela permettra d'avoir permanemment cette cour, qu'elle existe pendant la transition et que le président qui viendra après
ne puisse pas la changer. Parce que si Alpha a fait tout ce temps qu'il a fait, il y a eu autant de délinquance économique et tout ça, c'est parce qu'il a refusé tout ce temps de mettre en place la haute cour de justice. Tout à fait. Du fait que c'est ce qui a fait que même quand vous avez des litiges avec un ministre, vous ne pouvez pas porter plainte contre lui parce qu'il n'y a pas une juridiction spécialisée pour le juger. Donc, quand on met en place la CRIEF au temps de la transition, le chef d'État qui viendra après la transition, peut-être qu'il cherchera à placer ses hommes, peut-être qu'il cherchera à avoir cette CRIEF-là avec lui pour peut-être régler des comptes, mais elle existera quand même en tant qu'institution judiciaire qui réprime les faits de corruption et de détournement de deniers publics. Donc c'est totalement salutaire. Il y a eu des critiques quand même par rapport à la forme et tout ça, et qu'on tienne compte de tout ça et qu'on essaie de parfaire la chose et de faire en sorte que cette CRIEF existe. C'est quand même une bonne démarche parce qu'on a dénoncé ici, à un moment donné, quand on s'en prenait aux gens, on prenait les véhicules des gens. Le cas Bill Gates, il y a beaucoup d'autres auxquels on s'en est pris, on prend des voitures des gens, on vient, on gèle vos comptes, on fait ceci, on fait cela. Ça n'était pas efficace parce qu'ils ne sont pas spécialisés. Ils ne sont pas spécialistes de ça pour auditer les gens. Donc, on met en place une institution de ce genre-là qui avait été prévue dans le discours de prise de fonction du président de la transition et que cette institution soit mise en place. Et moi, je pense que c'est salutaire. Maintenant, il faut faire en sorte que les gens qui vont l'animer puissent avoir l'intégrité nécessaire, l'indépendance nécessaire pour aller dans le sens voulu. D'accord, dans le sens voulu. Nous, Baldé, sur la même question. Je pense que d'abord l'inquiétude de Tcherno, je pense que la modification récente du statut des magistrats répond à ce souci. En partie, oui. Je pense qu'on va trouver des spécialistes qu'on va habiller en magistrat, qui vont donc intégrer la magistrature et qui vont connaître de ces affaires-là. Et ça, je suis d'accord. Le docteur Makanera, par exemple, en est un exemple. C'est un professeur d'université depuis longtemps et depuis très longtemps, il travaille sur des questions de fiscalité. Alassane Makanera. Nous, à l'université, par exemple, où on fait un master en finances publiques, il nous donne des cours de marché public. C'est quelqu'un qui est spécialisé, par exemple. Quelqu'un comme ça, par exemple, pourrait bien être parmi ceux qui peuvent animer cette cour. Mais si ce sont nos magistrats ordinaires qu'on connaît, je me poserai quand même des questions. Et il peut y avoir aussi cette question de remise à niveau de ces magistrats-là. Oui, non, attention. Sauf qu'on n'a plus le temps pour cela parce que la CRIEF, on est dans un temps, c'est une transition, peut-être 2 ans ou 3 ans. On ne va pas prendre 2 ans pour former des magistrats pour venir connaître de ces affaires-là. Il faut qu'il y ait maintenant des spécialistes qui puissent vraiment être là et qu'on peut amener et qu'ils commencent le travail dès maintenant parce qu'il y a beaucoup de dossiers. Il y a des gens qui ont leur compte encore zélé. Les DAF, autres là, les ministres, autres là, je pense qu'il y a un assouplissement, mais il y en a quand même qui ont besoin eux-mêmes parce qu'il y a des élections à venir, les élections présidentielles. Peut-être que parmi eux, il y en a qui veulent se présenter à des élections, mais ils auront besoin de passer d'abord par une cour qui puisse les innocenter afin qu'ils puissent aller demander le suffrage des Guinéens. D'accord. Docteur Makanera m'a aussi enseigné, mais je ne savais pas qu'il était prévu de battre campagne. Non, on ne bat pas campagne. Ça n'a rien à voir. Ils sont nombreux ici. C'est le cas parmi les autres. Il ne s'agit pas de C'est battre ce que j'ai dit. J'ai dit, j'admets, je trouve qu'il est bien, mais je ne savais pas qu'il était en campagne. Non, il était même. Bon, enfin, je ne sais pas qui s'il est en campagne, mais en tout cas, moi, je ne bats pas campagne. Je dis juste ce que je pense. Il a tous évoqué. Honnêtement, je trouve que c'est une très bonne chose. Moi, personnellement, dans notre village, nous payons 4 enseignants. 4 enseignants dans un collège. Vous comprenez, parce que l'État ne fait rien. Et parmi eux, 2 sont des fils du village qui n'étaient pas prêts pour aller enseigner, mais qu'on a convaincu au moins de gérer leur petit frère là-bas. Ça veut dire qu'on a vraiment un besoin énorme. Est-ce que vous voulez dire que ces enseignants-là ne sont pas payés par l'État? C'est ce que je dis. L'école d'abord, c'est nous qui l'avons construite, le collège. Et ensuite, on a trouvé l'agrément. Donc l'accompagnement de l'État, je pense qu'on a 1 ou 2 enseignants pris en charge par la fonction publique. Le reste revient à la communauté. Donc la communauté paye 4 enseignants dans ce collège. Pour la gouverne de nos auditeurs et de nos téléspectateurs, c'est où le village? C'est à Fanta, c'est dans Télimélé. C'est dans la commune urbaine. C'est à quelques 5 km de la ville de Télimélé, même si certains se moquent un peu de la ville, mais on a, grâce au professeur Alpha Koné, le goudron à Télimélé, il faut le reconnaître, l'admettre. Donc, il y a énormément de cas de détournement, des délinquants économiques, des gens qui devaient être là pour
aidé le pays et qui ont détourné ces fonds. Pendesa s'inquiétait sur d'éventuels cris, d'éventuelles protestations quand on va s'en prendre à tel ou tel. Je pense que le seul remède, c'est l'impartialité. Je pense que si la junte apprécie, si la junte, tu as signalé les deux. J'ai dit, je pense que l'un va aider à exclure l'autre. S'il y a cette équité au niveau de la gestion de ces dossiers, je ne crois pas qu'il y ait assez de soucis. Au cas contraire, forcément, il y aura des soucis et ça peut même remuer la junte. C'est-à-dire que si on vise des gens, qu'ils soient du RPG ou d'un autre parti exclusivement parce qu'ils ne sont pas de votre bord politique, ça peut créer des ennuis et le message peut ne pas passer, quelle que soit la verve avec laquelle on va essayer de communiquer ou le talent de ceux qui prendront la parole, ils ne réussiront pas. Et je pense que ce qu'il va falloir à cette junte, c'est de penser à l'avenir et d'agir pour que ça soit ancré dans ce pays. Et malheureusement, pour le moment, il n'y a pas assez de visibilité. Vous savez, on est en perspective de mettre en place le CNT. Vous sentez que toutes les structures qui désignent des représentants sont pratiquement insatisfaites. Je pense que le peu de pas qu'on pose, il faut faire accompagner par une certaine clarté, par une certaine transparence. Et le choix des personnalités qui vont gérer la cour aussi peut peut-être donner une idée de la direction. Surtout, il faut ajouter que parce que ça va être chargé. Et je pense que on va vraiment entrer dans une période. On n'est pas obligé de tout éplucher. Il suffit de se lancer. On n'est pas obligé. La gente n'est pas obligée de tout juger avant de quitter. Non, elle ne va pas tout. Elle ne pourra pas tout juger de toute façon parce que elle n'aura pas le temps. Elle n'aura pas ce temps. Et on ne lui donnera même pas ce temps. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que ça va être électrique quand même. Parce que c'est des milliards qui sont en jeu. Derrière, c'est des narcotrafiquants quand même. Parce qu'on parle non seulement des ministres, directeurs et autres là qui se seraient lancés dans des cas de corruption, mais aussi de leurs receleurs et de leurs complices. On a beaucoup de chefs d'entreprise ici, de grosses entreprises, mais qui sont des entreprises écrans et qui travaillent avec des gens qui sont au pouvoir, des sociétés minières y compris. Si on organise ces procès-là, parallèlement à cela, on organise le procès du 28 septembre qu'on a prévu dans le premier trimestre de l'année 2022. Ça fait quand même de grosses affaires judiciaires. Et parallèlement à cela, on a le côté politique de la transition à gérer. Parallèlement à ces deux aspects, il y a le côté économique qu'il faut gérer. C'est pourquoi il faut se prémunir de toutes les garanties d'impartialité dans la composition de ces cours-là et faire en sorte que, comme on l'a dit, seule la justice soit notre boussole et qu'il n'y ait pas d'état d'âme. Comme ça, et je pense que ça peut aider davantage. Si vous permettez rapidement. Il y a un petit souci à signaler, c'est que jusqu'à présent, personne n'a fait de déclaration de biens. C'est vrai qu'on s'en prend à ceux qui ont géré, mais c'est important que ceux qui gèrent aujourd'hui nous rassurent qu'ils ne sont pas là pour faire la même chose. Bien, moi je voudrais dire par rapport à cela, c'est vrai que honnêtement, cette jeune, nous sommes dans une phase de transition. On sait qu'on ne peut pas finir avec tous ces dossiers. Quand vous prenez par exemple le procès du 28 septembre, comme il l'a dit, ça a été annoncé pour le premier trimestre 2022. Le procès va commencer, mais il n'est pas dit qu'il faut forcément, il faut circonscrire le procès dans le temps. Aujourd'hui, nous sommes en train quand même de vivre le procès Sankara au Burkina Faso, et Dieu seul sait combien d'enquêtes ont été menées, les démarches sont menées jusqu'à aujourd'hui où les témoins sont en train de venir face à face et regarder pour dire tu as fait ça, tu n'as pas fait ça, j'ai fait ça, tu n'as pas fait ça. En attendant, c'est l'opinion qui est éclairée et les vérités commencent à sortir. Donc, pour le cas du 28 septembre également, je pense que ça sera engagé. C'est la dynamique, c'est le fait de déclencher la chose qui est importante.
Maintenant, pour les dossiers relatifs justement à ces infractions dans le domaine de l'économie et des finances et financières, ce qui est important justement, c'est l'élan qu'on va donner. Parce que comme il a dit, le CNT va venir et certainement va entériner les dispositions créant cette cour, et la cour va se retrouver dans la Constitution, et on a une certaine garantie maintenant, comme quoi on a un élément qui va lutter contre. Parce que ce que vous devez savoir, Kerno a cité tantôt beaucoup d'éléments ou beaucoup d'appareils qui étaient là, qui étaient censés lutter contre la corruption. Quand je prends l'Agence nationale de lutte contre la corruption, moi je connaissais un monsieur qui est décédé, paix à son âme, monsieur Falcon, qui à son temps au moins faisait beaucoup d'efforts parce qu'il tenait des conférences, il faisait même des rapports, même si à l'époque il avait tout le mal à émerger. Parce qu'à un moment donné, il y a même un ministère qu'on avait créé dans ce sens-là, mais vous savez, après on a mis croix sur ce ministère-là, et lui, son appareil, son agence était là, rattaché à la présidente, mais il n'avait pas eu gain de cause. Et tout dernièrement, ceux qui étaient là-bas, Dieu seul sait, même la villa où ils occupent. Ça veut dire que la lutte contre la corruption n'a pas été une priorité. Or, ce que les gens oublient, c'est que nous ne pouvons pas réussir tout ce que nous voulons dans le cadre du développement du pays quand la corruption met sa main. Et aujourd'hui, lui, il parlait des écoles. Et dans d'autres villages, on parle des hôpitaux. Par ailleurs, on parle des routes. Tout cela ne peut pas aller lorsque la corruption à visage découvert se dessine dans notre vie publique. Et moi, je pense que l'élan ou la réussite, ou en tout cas l'importance de la mise en place de cette cour, c'est de nous permettre désormais de changer ce mode, cette façon de faire, pour dire à nos gestionnaires que à un moment donné, vous devez rendre compte, et donc vous ne devez pas toucher à ça. Bien, alors nous avons juste une minute avant de passer à l'augmentation. C'est qu'on a oublié de le noter, c'est que quand même, pour donner combien, pour savoir combien de fois la corruption était permise, la délinquance financière était permise, on est allé jusqu'à, et ça fait partie des reproches qu'on avait fait à ce projet de troisième mandat. Et de nouvelle constitution. Vous savez, les délits économiques étaient imprescriptibles. Je parle sous le contrôle du juriste qui est là, qui a abandonné son chemin. Des juristes c'était pas imprescriptible, mais dans cette nouvelle constitution, on a fait en sorte que désormais ce soit des faits imprescriptibles, c'est-à-dire qu'à un certain moment, vous ne pouvez plus juger quelqu'un pour un fait dont il s'est rendu coupable. Donc, c'est-à-dire que, est-ce que la CRIEF qui va commencer à travailler, est-ce qu'elle va travailler sur la base de cette constitution qui... Elle est dissoute. Oui, mais elle est dissoute. Mais maintenant, c'est la constitution qui va définir, qui va répondre à cette question que vous êtes en train de vous poser. Attention, sauf qu'on n'attendra pas une nouvelle constitution pour que la CRIEF... Oui, mais la CRIEF, c'est basé sur, je pense, la... Il y a des dossiers pressants qui sont là. Elle va travailler sur ce dossier-là en attendant que la base légale actuelle, c'est la charte. La base, sauf que la charte... puisqu'elle n'est pas prévue dans la charte. Je rappelle que nous allons, d'un moment à l'autre, nous allons passer à l'autre sujet qui concerne l'augmentation du prix du pain. Mais en attendant, nous allons partir pour quelques secondes. Allez-y. Voilà, donc je disais une fois encore, mon inquiétude c'est à ce niveau, c'est de savoir, puisque Alpha avait créé des garde-fous pour protéger certains faits dits de corruption ou alors de détournement sous son temps, parce qu'il y a eu une certaine... Il y a ce principe d'imprescriptibilité des délits économiques qui a sauté dans cette constitution qui nous a fait, l'une des deux qu'il a fait adopter. Alors, mon inquiétude, c'est de savoir, est-ce qu'il n'y a pas des gros bonnets de ce régime-là qui vont se soustraire, qui vont réussir à passer entre les mailles du filet, du fait qu'ils ne pourront pas être poursuivis pour les faits pour lesquels ils vont être inquiétés. Il y a par exemple l'affaire concernant Alpha Condé lui-même, il y a l'affaire de 700 millions de dollars, l'affaire de Rio Tinto, et il y a beaucoup d'autres affaires comme ça concernant Alpha Condé. 150 millions de l'Angola. Alpha Condé lui-même. Ensuite, le docteur Ousmane Kaba, parce que c'est qu'il ne faut pas... Sable mining. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'on ne voit pas ça
comme une cour contre les anciens du régime d'Alpha Condé. Même ceux-là qui avaient quitté le navire entre-temps, même ceux-là qui sont dans l'opposition ou ailleurs, mais qui sont constitués en receleurs pour ces gens-là, doivent tous être poursuivis. En tout cas, je ferai partie de ceux-là qui vont dénoncer si on oriente cette cour uniquement contre des personnalités distinctes et choisies. Vous avez quel mandat? Quelqu'un l'a dit, la réussite de cette cour-là dépendra des garanties qu'elle donnera, les garanties d'impartialité, les garanties de transparence, parce que la loi, elle est générale, impersonnelle et obligatoire. D'accord, le temps file. Maintenant, c'est le moment pour nous de passer à l'autre sujet de cette émission au fil de la semaine. Je vous rappelle que c'est votre émission au fil de la semaine à laquelle vous avez droit tous les dimanches à partir de 13h et nous sommes ensemble jusqu'aux environs de 15h. Autre sujet d'actualité dans cette émission, c'est bien cette augmentation du prix du pain sur l'ensemble du territoire national par le gouvernement. Nous avons vu cette semaine, c'est une réalité maintenant sur le terrain. Et dans ce sens-là, ici à la radio comme à la télé, nous avons réalisé un reportage que nous allons suivre ensemble et juste nous allons revenir après. C'est un reportage réalisé par Dina Bangoura de la télévision. Après concertation entre les autorités, les industriels, les responsables des boulangers et les consommateurs, un prix a été adopté conformément au cours du blé à l'international. Le sac de farine passe désormais de 290 000 francs guinéens à 340 000 francs guinéens, soit une augmentation de 10%. Conséquence, la miche de pain sera vendue à 4 500 francs guinéens. Une décision qui ne fait pas l'unanimité. On payait le sac de farine à 300 000. Aujourd'hui, le prix est à 350 000 francs guinéens. Pour nous, la venue de Doumbouya allait nous apporter de bonnes nouvelles. Le sucre est à 450 000, l'huile 350 000 et la farine à 450 000 francs guinéens. Qu'allons-nous faire maintenant? L'Union des consommateurs a été associée à la prise de la décision. Pour son président, le gouvernement ne pouvait pas faire autrement. Le cours du blé à l'international a considérablement augmenté. Et quand on sait que les répercussions donc de ce coût-là sur la production de la farine au niveau de la Guinée sont conséquentes, et on comprend bien qu'on ne peut pas passer à côté de cela en fait. Avec cette hausse, certaines vendeuses sont dans l'incertitude. Les interrogations se bousculent dans les têtes. Quand nous vendons à ce prix, il n'y aura pas de clients. Parce que tu ne peux pas payer le pain à 5 000 francs guinéens, ensuite payer le sucre avec ça. Comment tes enfants vont déjeuner? Cette situation est préoccupante pour nous les mères de famille. De son côté, le gouvernement s'engage à veiller au bon approvisionnement des marchés en farine de qualité et en quantité. Bien, mesdames et messieurs, vous êtes toujours dans votre émission au fil de la semaine sur Radio Espace et sur Espace TV. Une émission qui vous parvient tous les dimanches à partir de 13h et nous sommes ensemble, je vous le disais tout à l'heure, jusqu'aux environs de 15h. Voilà, vous avez suivi avec moi, chers confrères, ce reportage réalisé par Diana Bangoura de la télévision, ce reportage qui parle de cette augmentation du prix du pain actuellement par les autorités, les nouvelles autorités PNDSA. Oui, on a suivi ça. Ils ont commencé par des négociations. On a vu le ministre du Commerce avec des boulangers. Oui. Il disait c'est à la suite de ces négociations que le prix a été fixé. Et puis hier, il passe à la télévision nationale pour essayer de justifier cette décision, qu'ils ont fait des efforts. Le gouvernement a subventionné en acceptant de
perdre une bonne partie des taxes sur le bleu. Et il a même pris l'exemple sur un certain nombre de pays occidentaux, dire que c'est la chaleur qui a empêché exactement certains pays de produire. Pour la France, il a parlé d'inondations, voilà. etc. Et bon, avec toute cette crise qu'il y a eu, certains pays qui ont pris des dispositions pour acheter beaucoup, comme la Chine, pour des mesures de sécurité. Donc, c'est ce qui aurait déclenché une crise au niveau du marché international. Maintenant, au niveau de ces arguments, quand il dit, oui, l'État ne pouvait pas aller au-delà, puisque dans la zone CEDEAO, il y a un seuil qu'on ne peut pas dépasser en matière d'allègement des charges fiscales, des taxes là. Vous comprenez? Mais si vous ne pouvez pas dépasser, le reste là, vous pouvez, il peut vous donner, les commerçants quand ils vous donnent, et puis vous retournez autrement pour dire qu'on va prendre les charges conséquemment pour éviter que les citoyens subissent beaucoup. Maintenant, il y a un autre problème qui crée. Il s'agit des décisions encore qui ressemblent un peu à celles que prenait le gouvernement d'Alpha Condé. Moi, je ne peux pas comprendre qu'on nous dise le petit pain va coûter à 2250 francs. Qui voit aujourd'hui les billets de 50 francs, ou même les billets de 100 francs? Les petites coupes. Comment ça se passe? Ça n'existe plus. Et conséquence, le petit pain là se vend aujourd'hui à 2500 francs. On l'a acheté ce matin, c'est à 2500 francs. Donc, ils ont commencé la confusion. Heureusement que les citoyens sont intelligents désormais. Vous avez vu l'une des dernières décisions d'Alpha Condé sur le transport. Quand on demandait aux gens, non, c'est à 1500. Les chauffeurs disent non, nous on va fixer à 2000. Les gens vont dire laissez-les, ils ne vont pas nous mélanger. Si tu ne peux pas payer les 2000, il faut prendre Magbana. Vous comprenez? Donc c'est ce qui se passe dans les quartiers. Il n'y a pas eu de crise. Là qui peuvent acheter, ils achètent avec 1500. Sinon officiellement on nous dit c'est 2205. Et même ils savent que ce n'est pas possible. Je pense qu'il faut éviter ce genre de confusion. Et même je m'attendais à cette question hier à la télévision nationale avec notre consoeur Kadia Toukaba. Évidemment. Mais cette question n'est pas venue. Elle devait poser cette... Bon, on dirait qu'apparemment tout était préparé. Je la voyais lire un papier. Vous savez comment ça se passe dans les médias d'État. Ça c'est entre parenthèses. Maintenant, pour revenir au niveau de l'union des consommateurs qu'on a prise pour l'impliquer dans les négociations, d'abord cette union, nous, ces dernières années, on l'a connue. Il y avait bien avant l'autre là qui se faisait souvent entendre Mbani, vous comprenez. Lui aussi, il a parlé. Il n'est pas d'accord avec ce qui a été fait. Vous comprenez, il dit, il est bien de dire qu'on a diminué le prix du pain, mais il faut veiller. Il fallait dire aux citoyens c'est avec quel poids. Parce qu'on peut bien diminuer, mais on diminue aussi le poids du pain. Vous comprenez? Donc il faut qu'il y ait un contrôle strict, qu'on sache qu'il n'y a pas de triche. Voilà un peu quelques problèmes qu'il faut voir dans cette autre décision. D'accord. Et Kerno Amadou Mbone, est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que le CNRD commence à provoquer un peu la colère de la population à travers cette augmentation? Est-ce qu'on consomme le pain à Dinguira? Non, bon, on consomme moins le pain à Dinguira, si vous voulez la réponse. Nous, il y a encore du Sadigbe, la bouillie le matin, on a encore du Lafidi. Et ça donne de la force. Ah mais bien sûr. C'est pas comme à Télimélé. On a le manioc, le taro et tout. Non, ce qu'il faut dire, quand vous dites que le CNRD provoque la colère de la population, je ne sais pas dans quel sens, parce que en réalité, ce qui se passe n'est pas une situation guinéenne. Je parle des chiffres de la FAO, je lis un article du Monde qui cite la FAO qui parle de 30% d'augmentation qu'on appelle du prix des denrées en un an, 30%. Ça, c'est sur le plan mondial. Donc, c'est ce qui se répercute sur le marché guinéen. Surtout, le ministre l'a rappelé hier, la Guinée n'est pas un pays producteur de blé. Donc, c'est une situation globale. On peut comprendre que cette augmentation ait eu lieu et que cela se répercute sur le prix du pain aussi. Mais moi, il y a deux remarques que j'ai faites. La première, c'est que il y a quand même eu une annonce dans le compte-rendu du Conseil des ministres qui a laissé croire, peut-être qu'il y a eu une mauvaise interprétation, mais qui a laissé croire à la population que le gouvernement allait subventionner le prix du blé de manière à ce que le prix du pain soit soutenable. Ça, on a
répandu ça dans l'opinion. Sauf que je suis en train d'apercevoir que le gouvernement n'a pas en réalité fait cela. Parce que le ministre a parlé de 86% de renoncement que le gouvernement fait sur les droits de douane, de recettes douanières, c'est-à-dire que sur le blé, le gouvernement fait 86% renonce à 86% de ses recettes douanières sur le blé pour apaiser, pour calmer un peu le prix du blé. Et il paraît que ce n'est pas une mesure nouvelle, c'est une mesure héritée d'Alpha Condé, du régime d'Alpha Condé qu'on a juste reconduite, et que maintenant le ministre explique qu'on ne pouvait pas aller au-delà. C'est pourquoi il a expliqué qu'il y a un principe sous-régional au nom duquel vous ne pouvez pas aller au-delà d'un certain seuil dans l'assouplissement. Donc, on a comme l'impression que, en fait, le gouvernement de transition, et ça, ce message, on n'avait pas besoin de ce complexe d'être clair là-dessus. Il pouvait juste dire que nous ne sommes pas parvenus à faire de nouvelles subventions et nous avons juste maintenu une mesure qui était là en place. Moi, ça me gêne un peu parce que je ne sais pas pourquoi les gens se gênent de dire ce qu'ils ont trouvé. Si c'est mauvais, on est prompt à dire « Ah non, les écoles sont délabrées, on n'a pas trouvé de l'argent dans les caisses. » Mais si vous avez trouvé quand même en place des mesures qui ont permis d'atténuer une certaine situation, ayez le courage de dire que c'était des mesures efficaces et que vous les avez reconduites. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que, et c'est quand même banal, et je ne sais pas pourquoi on ne l'acceptait pas alors pour Alpha Condé, parce que le ministre nous dit qu'on ne peut pas trop subventionner les produits. Et à l'époque, les gens... que si on subventionne beaucoup les produits, on risque de retrouver nos produits subventionnés dans les pays limitrophes. Le débat s'est posé lorsque le président Alpha a dit à l'époque qu'on ne peut pas continuer à subventionner le pétrole parce que sinon notre pétrole est vendu au Sénégal. Il est même allé à l'époque lors du séminaire gouvernemental jusqu'à annoncer une loi qui allait sévèrement punir ceux-là qui transporteraient le carburant subventionné de la Guinée vers la Sierra Leone et vers le Sénégal. On a vu Cellou Dalein s'empresser à répondre, à réagir pour sortir une théorie économique contraire, démontrant que le fait que les produits subventionnés par l'État guinéen se retrouvent dans les pays limitrophes avait plutôt une certaine plus-value. Et maintenant que le gouvernement de transition sort le même argument, on n'entend personne sortir contre Carré. Soit à l'époque on s'opposait à une personne, ou alors maintenant on essaie de ne pas faire en sorte qu'on puisse déplaire aux nouvelles autorités de la transition. Donc il y a ce premier aspect. Le dernier aspect, le président Alpha nous avait promis, et ça c'est une preuve éloquente, il nous avait promis ici l'autosuffisance alimentaire. Et donc ça veut dire qu'on n'a pas fait par exemple la culture du blé par exemple, on n'a pas fait de la culture de ces produits dont on a besoin qui entrent dans la ligne de nos denrées les plus prisées, on n'a pas fait de ces filières-là une priorité au point que même pas un an après son départ, on continue à se rendre compte qu'on dépend encore un peu plus, on dépend d'ailleurs trop du marché international. Parce que le ministre a dit hier qu'il propose même qu'on essaie de voir, comme les autres ont fait, dans la fabrication du pain, comment introduire le maïs dans mais on comprend que c'est quelqu'un qui a chaud, qui veut trouver une solution pour la population. Mais bon. Ce qu'il faut ajouter, ils ont plutôt pris le contraire de ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire le gouvernement d'Alpha Condé, par exemple, qui a construit des usines de farine sans pour autant penser à la matière première. Je ne peux pas, c'est-à-dire il y a d'autres choses qu'on pouvait continuer à importer, mais quand même il s'agit des céréales et puis il faut cultiver ça chez nous. Ici on a suffisamment de terres fertiles. Je pense qu'il fallait d'abord penser à la culture du blé avant de construire des usines de farine. Il y a même des gens, des citoyens qui se demandent est-ce que le blé peut pousser, est-ce que le sol africain est propice? Bien entendu, ça pousse. Ça dépend des recherches. D'accord. Alors, ça pousse, on voit. Je passe directement à vous. On voit des femmes vendent ça ici quelque part, même si c'est pas tout. Il y a une question qu'on se pose. Et si nous prenons par exemple le régime de Alpha Condé, on a vu que l'augmentation
du prix d'un certain nombre de denrées de grande consommation a été l'une des facteurs mobilisants, l'une des facteurs, j'allais dire, qui a mobilisé la population à se révolter contre ce régime-là. Est-ce que vous ne comprenez pas que la population est en train de retomber dans la même situation? Oui, moi je pense que la logique, je parle sous le contrôle des spécialistes bien entendu, mais la logique de l'augmentation des prix dans nos pays, c'est quoi? C'est que il y a l'augmentation qui est une chose, il y a l'application, le suivi des décisions sur le terrain en est une autre, qu'elle nous l'a dit tantôt par rapport au transport. DCLC aujourd'hui, même si vous pointez à une gare routière aujourd'hui, vous voulez aller à l'intérieur, le chauffeur puis outrepasse tout ce qu'il veut, vous demandez 100 000, même si c'est payé à 50 000. Vous n'avez pas où se plaindre, vous n'avez pas un syndicat pour le poursuivre, vous n'avez personne. Même aujourd'hui, ça se passe comme ça. C'est-à-dire les gens fixent banalement. Et d'ailleurs, on quitte la tête, on vient sur les bagages. C'est-à-dire que vous, si l'État vous dit de payer 50 000, d'accord, on dit 50 000. Mais vous avez juste un petit sac, le gars vous dit bon, 200 000. Alors vous vous demandez, mais c'est quoi? Mais vous n'avez pas, quand vous criez trop, on vous prend pour un ridicule. Je reviens par rapport à cela. Donc, tantôt Pénessa le disait, je pense qu'il faut être véridique envers la population. Vous dites le petit pain de 2000 à 2250. Mais quand même, faites-nous l'économie de tout cela, dites carrément à 2500 parce que nous n'avons pas des coupures de 50 000 ou de 50 000. Je vais être quand même honnête pour le dire parce que j'ai échangé avec un proche du ministre qui me l'a dit. C'est-à-dire la logique était d'augmenter 500 francs sur le prix du pain. Donc puisque la grande baguette, il y a eu juste 500 francs, faire en sorte que aussi sur les deux baguettes, c'est-à-dire les deux petites baguettes qui font la grande baguette, qu'il y ait juste 200. C'est-à-dire que maintenant, le hic maintenant à ce niveau, c'est que et celui qui ne veut pas acheter deux baguettes, il veut juste acheter non, c'est pas veut. Voilà. C'est-à-dire et celui qui ne paie pas. Moi, sinon j'aurais pu comprendre qu'ils me disent. Voilà, sinon j'aurais pu comprendre qu'ils me disent si on doit acheter tout en deux baguettes, on n'a pas de problème. On envoie les 2500, on achète les deux. Mais si c'est quelqu'un qui n'a pas les moyens d'acheter les deux, c'est des problèmes. Parce qu'il sera pas tout consommer. Donc moi je pense que c'était une logique qu'il fallait voir. Et aujourd'hui, attendez, et aujourd'hui même les 4500, il se trouve que dans certains quartiers, les gens disent ils achètent à 5000. Il se trouve que quand la quantité diminue un peu, vous venez on dit il me reste 2-3 pains, voilà, c'est 5000 par exemple. Si vous êtes dans le business, vous êtes obligé d'acheter. Moi je pense que par rapport à ces prix de ces denrées de grande consommation, parce que le fait partie justement de ces denrées là. Vous savez qu'au Niger et au Soudan, tout près, c'est-à-dire que pour le petit pain où un président tout puissant à l'époque a sauté, c'était vraiment. C'est pourquoi Alpha avait dit à Big Up de revenir sur sa décision. Voilà. C'était vraiment incroyable quand même à l'époque, mais il fallait cela pour déclencher. Vous savez, Big Up avait augmenté le prix du pain. Il annonce 24 heures après ou je ne sais pas combien d'heures après, Alpha a dit non. Ramenez le prix. Donc moi je pense que l'État doit revoir cette situation. Vous savez, tout récemment, lorsque le CNRD est venu au pouvoir, il se trouve qu'il y a des ONG qui ont contribué et d'ailleurs c'est là où la surprise a été grande pour la population. Parce que quand vous prenez par exemple le Goa a été le monsieur qui est sorti partout en disant oui, nous sommes aidés à tous les commerçants de baisser le prix des denrées de première nécessité, etc. Alors il pourrait accompagner, etc. Mais si vous avez écouté ce discours, vous vous êtes dit d'accord, donc le riz, le sucre, l'huile et le pain, ça va baisser. Et aujourd'hui on vient augmenter, on a vu des femmes qui donnent les prix des sucres, etc. À la télé. Donc si quelqu'un vous avait fait ce discours-là en disant que tout va baisser et vous voyez le contraire, imaginez ce qui se passe dans la tête du Guinée lambda. Tout est problème de communication. Sinon, on prépare les esprits pour dire nous avons ces difficultés et nous sommes obligés d'augmenter à ce niveau-là pour faire face à ces difficultés et le gouvernement va s'impliquer davantage. Moi, je pense qu'aujourd'hui, peut-être que Kerno a dit quelque chose, ça fait rire un peu. Pourtant, le ministre a exprimé un souhait et moi, je le rejoins à ce niveau-là. C'était de trouver des alternatives. Moi, je ne sais pas s'il faut transformer le maïs en pain, mais j'ai dit, puisque nous avons le mil, puisque nous avons autre chose, l'industrie quand même est là. Est-ce qu'il faut voir comment faire en sorte que le pain soit
un peu moins dans la consommation, notamment au niveau des déjeuners. Parce que pratiquement la plupart des gens prennent cela, vous comprenez. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a une possibilité de faire en sorte que, justement, dans la culture des gens, pour qu'on diminue un peu? Parce que ce problème de blé, ça va se poser. Il se trouve qu'aujourd'hui, quelqu'un l'a dit, les grands pays, les grandes puissances sont en train d'acheter des stocks importants pour les garder. Alors, les petits pays qui n'avaient pas de moyens et qui doivent payer non seulement le stock, mais le fret aussi, c'est-à-dire que l'arrivée des bateaux et tout ça, ça va être compliqué. Et Dieu seul sait, est-ce que la production va augmenter au niveau international pour nous satisfaire l'année à venir ou les années à venir? C'est tout à fait des problèmes. Donc, il est bon en ce moment-là que nos spécialistes, justement, pensent à cela. Pour finir, c'est le silence, encore une fois, quelqu'un l'a dit, des partis politiques. C'est le silence de certaines ONG également, notamment des consommations. Vous allez me dire, c'est pas un truc... oui, mais Kerno a parfaitement raison en dire, est-ce qu'on ne veut pas... Parce qu'à l'époque, on a vu 8000 c'est bon, c'est pas quoi d'autre c'est bon. Aujourd'hui, il faudrait quand même se prononcer pour apprécier ou ne pas apprécier ce qui se passe, parce que tout retombe sur la tête du citoyen lambda, donc de vos militants aussi. Oui, et surtout ce que vous dites, il y a eu un autre débat, parce qu'à l'époque, les Ousmane Kaba étaient prompt, les cellules, tout le monde était prompt à dire, pour dire, non, le gouvernement ne subventionne, enfin, on a eu ce débat subventionné. Pas subventionné. Pas subventionné. Parce que moins valide, plus valide. Voilà, parce que sur le blé aussi, on ne parle pas en réalité de subventions, c'est de moins valide. Le Conseil de ministres a parlé de subventions, mais dans la réalité, non, pas la réalité, même dans la déclaration, dans la déclaration du ministre, il a parlé de recettes douanières auxquelles le gouvernement renonce. Donc, de moins valide. Donc, ça ramène le débat qui était là à l'époque. Est-ce que oui ou non, et on peut relancer le débat, est-ce que oui ou non, la promesse de subventionner le blé est tenue? Est-ce que le blé est véritablement subventionné? Elle n'est pas subventionnée. Voilà, donc ce débat, il devait continuer, parce que pour le carburant concernant Alpha, mais on peut comprendre, on peut aussi comprendre qu'un régime qui a une certaine légitimité peut poser certains actes et que les gens ferment les yeux dessus, alors que lorsque vous avez trop coincé les gens, vous avez pensé que les autres sont des alibi, on peut se lever. Donc, pour le moindre alibi, les gens peuvent se lever et contester ce que vous dites. Donc, je pense que la junte, pour ce cas de l'augmentation du prix du pain, elle n'est pas responsable, mais elle pouvait faire quelque chose, et si les gens laissent faire, c'est qu'ils ont encore une certaine légitimité, les gens les acceptent encore, et ils devraient en profiter pour rapidement se pencher sur les véritables questions. Ce sont les questions économiques. Ça, c'est le blé, et les mois à venir, on ne sait pas ce à quoi on va être confronté, parce qu'il y a des discours qu'il faut éviter. C'est comme quand le gouverneur de la Banque centrale nous dit en un mois le Trésor s'est désendetté de plus de 1000 milliards. Je ne sais pas comment, par quel miracle cela est arrivé, parce que ça arrive souvent. On vient, on maquille, on l'a fait avec Alpha Condé, on maquille les chiffres macroéconomiques et tout ça, on ment au président et tout ça. Et le président, dans sa tête, le pays se porte très bien, alors que sur le marché, le panier de la ménagère, c'est le contraire. Donc, il faut faire beaucoup attention à ces grands économistes spécialistes qui sont avec eux là-bas, et voir les réalités en tant que Guinéens, et savoir que ça ne va pas, et faire en sorte que les questions économiques puissent avoir des réponses appropriées. D'accord, bien. Alors, nous passons automatiquement à nous, Baldé, sur la même question. Moi, j'ai suivi l'élément avec ma femme, et sa première réaction, c'est que malheureusement, en Guinée, ça ne fait qu'augmenter. C'est-à-dire, vous ne sentez pas... c'est pas évident d'écouter un ministre après faire le constat de la baisse du prix du blé à l'international, et subséquemment la baisse du prix du pain. Et comme ils l'ont dit, 250, ça veut dire qu'on va être obligé de payer 2500. C'est pas bien. Je pense qu'on est en train quand même de nous mentir, de faire croire que c'est à l'international qu'on nous interdit de subventionner. Il l'a rappelé, c'est même pas une subvention, c'est un manque à gagner. On renonce à une partie, et il y a même une partie qu'on encaisse. Parce que s'il dit 86%, ça veut dire qu'il y a une part qui est encaissée, 14, et la Guinée peut renoncer à cela. Et puis quand on nous dit l'international, mais le coup d'État est interdit. Ils l'ont fait quand même. C'est interdit de faire un coup d'État. Ils l'ont fait. Ils nous gouvernent parce qu'ils ont pris des armes. Ils ont pris le pouvoir par les armes. On peut essayer d'alléger le panier de la ménagère. On peut penser à nous qui sommes pauvres, à nous qui ne le voyons pas tous les jours. Je rappelle qu'on n'a même pas les opportunités de Tcherno, c'est-à-dire
connaître un proche du ministre. Nous, on ne connaît même pas les proches du ministre. Donc, on doit penser aux pauvres citoyens et honnêtement des produits de grande consommation, faire attention. Il est vrai, aujourd'hui, il y a l'enthousiasme, il y a l'euphorie. Même ceux qui veulent que les partis critiquent, aujourd'hui, personne ne dira, comment on appelle, 2000 francs, c'est bon. On dit la jeune, c'est bon. Parce que tout le monde est fier de ce que le CNRD a fait, mais eux qui dirigent doivent faire attention. Ils doivent penser aux plus pauvres et savoir que des augmentations de ce genre, ça peut créer. Et le problème, c'est qu'on risque de faire accumuler à la population des frustrations qui peuvent exploser un jour. Ce n'est pas souhaitable. Bien, ce n'est pas souhaitable. Toujours, nous allons continuer. Nous aurions voulu passer à l'autre sujet, le sujet qui concerne Dadis Camara et Konaté. Mais permettez, on n'a pas parlé des consommateurs. Hein, parce que dans votre élément, on voit... C'est pourquoi nous allons continuer sur le même sujet, l'augmentation du prix du pain, parce que le temps ne nous permet plus. Eh bien, je pense, Pendessa, vous avez... On a abordé le sujet là. Dadis, c'est mieux, je crois. D'accord. Alors, pour une minute, parce que là, on me bouscule. Une minute pour parler de... Oui, on annonce le retour des Dadis. Du coup, on précise dans le communiqué, mais attention, cette autorisation n'entrave en rien à la procédure judiciaire. Cela veut dire que vous allez, comme si vous avez voulu frapper votre enfant, il a pris la fuite, vous dites revenez, non, rentrez, vous avez le fouet. Amen. Et quelques jours après, on se retrouve. Le comité sur le procès du 28 septembre, on dit que le procès va s'ouvrir dans le courant du premier trimestre de l'année prochaine. Donc, est-ce que ces gens-là vont avoir le courage de revenir? Moi, je me pose des questions. Pour Dadis, j'ai dit oui. Peut-être le futur pourrait me démentir, mais je suis sûr que lui, puisqu'on a suivi l'évolution de sa situation jusqu'à la dernière déclaration pour renoncer à son retour forcé, il dit qu'il se remet à la sagesse de Dieu. Je crois actuellement, il est profondément croyant. Il peut prendre le courage de revenir, mais pour Konaté, je doute très fort. D'accord, et malheureusement, tout le monde ne va pas se prononcer par rapport à cette question et on va remettre ça à la semaine prochaine parce que là, c'est... Permettez juste alors, comme on n'aura pas assez de temps, on nous bouscule ici. C'est fini, je pense. La radio, la télé, c'est le temps. Nous sommes maintenant au terme de cette émission au fil de la semaine. Pour ce dimanche, merci à tous d'avoir été avec nous. Abdoulrad Dramé était avec moi du côté de la radio. Il y avait Aboubakar Foté Souma et Lamine Sidibé du côté de la télévision. On se retrouve dimanche prochain pour d'autres sujets de l'actualité nationale.